Bien, Monsieur Nicolas Sauret, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, en charge de l'économie. Nicolas, bonjour. On fait un test micro, Nicolas, puisqu'on est en direct. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça marche. Tiens, profite du siège. Il est très agréable. Alors, est-ce que le repas était bon ? Il n'y en a pas eu pour moi, pour ma part, donc oui, assurément. Donc c'est très bien, tu es léger comme de l'hydrogène. C'est ça. Pour nous parler un petit peu de cette vision stratégique, parce que l'hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté, il faut déjà rendre honneur à nos voisins et amis de la Franche-Comté, c'est né un peu là-bas. Ça fait des années que l'on en parle, et effectivement, ça arrive en Bourgogne, avec la région, c'est le cheval de bataille de la présidente Marie-Guide Dufay, qui était sur ce plateau ce matin, pour la stratégie du plan de relance, mais cet aspect de l'hydrogène est quelque chose qui lui tient à cœur, comme à la région, en tant qu'institution économique. Oui, alors l'hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté, il faut se rappeler que c'est une vieille histoire, hein, puisque ça commence, tu l'as dit tout à l'heure, ça commence en Franche-Comté il y a 20 ans, avec un laboratoire, hein, avec l'université, l'UTBM, l'université de Belfort-Montbéliard, qui à l'époque, ça à ses côtés chercheurs, répond à une commande politique portée par un certain Jean-Pierre Chevènement, et alors que la vice-présidente au développement économique il y a 20 ans de la région Franche-Comté est une certaine Marie-Guide Dufay, et il top la puissance publique et l'université pour dire on va faire des recherches sur la pile à combustible à l'époque. Et c'est comme ça que naît ce dossier qui peu à peu prend corps et fait qu'aujourd'hui on est l'une des régions, peut-être certainement d'ailleurs la région, qui a l'écosystème le plus abouti, c'est-à-dire des labos de recherche, des entreprises, une volonté politique affirmée, qui se traduit aujourd'hui par la labellisation, c'était en 2016, de la Bourgogne-Franche-Comté comme territoire d'hydrogène, avec plusieurs angles, plusieurs ambitions. D'abord devenir une terre de production d'hydrogène, avec, pour notre part, c'est ce que nous portons, de l'hydrogène dit vert, en tout cas de l'hydrogène décarboné, puisque tout ça répond à la volonté absolue qui d'ailleurs traverse tous les règlements d'intervention. La présidente l'a dit ce matin du développement économique de notre région, c'est décarboner notre économie et aider nos entrepreneurs à réinterroger leur process de production pour aller vers une décarbonation de l'économie. Donc on est depuis 2016 labellisé sur la production, mais aussi sur les usages, que ce soit des usages pour stationnaires, des usages comme la mobilité, avec tout un écosystème qui attire, puisque nous avons les entreprises comme McPhy, Forestia, qui sont installées déjà en Nord-Franche-Comté. On a décroché, donc McPhy, j'en ai parlé, on vient de décrocher l'entreprise Jenny, 140 emplois qui vont aussi atterrir en Franche-Comté. On a d'autres prospects qui nous arrivent, notamment grâce à l'excellent travail que mène, je salue les équipes qui sont présentes ici, l'Agence économique régionale. Alors effectivement, au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, on est un peu précurseur parce qu'il n'y a que 4 grandes régions dans l'Hexagone qui sont inscrites dans le même processus de développement. Oui, alors tout à fait. Tout le monde se tire un petit peu la bourre, hein, évidemment, mais ici, il y a non pas simplement des déclarations d'amour vis-à-vis de cette filière, mais des preuves d'amour. Et on en a dans Lyon, notamment. Hein, c'est la commande qui a été passée par la région, où l'axe La Roche-Migène-Auxerre sera demain le premier axe où les trains qui circuleront seront des trains alimentés en hydrogène. Mais on a tout un pan de la recherche sur ces moteurs hydrogène. Alors c'est plutôt dans l'est de la région, hein, du côté de Nord-Franche-Comté, c'est Belfort-Montbéliard, hein, parce qu'il y a les labos de recherche. Mais il y a d'autres, dans notre région, d'autres lieux, c'est Dijon, c'est Dole, c'est Auxerre, qui effectivement ont installé des stations. Et dans Lyon, on ne s'arrêtera pas là, hein, puisqu'on a un très beau projet qu'on a appelé Iconet, H-Y Conet, avec le centre d'enfouissement, vous savez, mon prisme particulier, singulier sur la gestion des déchets, dans Lyon, avec le groupe Paprec, à Saint-Florentin, à Duchy. Nous travaillons à un projet d'implantation et de production d'hydrogène à partir
du centre d'enfouissement de Duchy, centre d'enfouissement de nos ordures ménagères. Alors Auxerre a inauguré, je l'ai dit en préambule de cette conférence, il y a quelques jours, quelques semaines à peine, cette station Oxygène. On joue sur les mots, mais la sémantique est agréable. Ça en a fait quand même la capitale nationale, parce que je crois que c'est la première station de stockage d'hydrogène en France. Donc c'est un bon début pour le département de Lyon, Nicolas. Vous me posez la question à moi, qui suis iconais depuis toujours. Donc bien sûr, je suis ravi que Lyon monte sur la première marche du podium. Ça ne lui arrive pas si souvent, donc il faut le souligner et surtout il faut faire en sorte que ça arrive bien plus souvent. Ce qui a été fait à Auxerre, c'est une innovation, effectivement, qui a été lourdement portée par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, avec l'idée d'en faire un pôle majeur. Je pense que c'est, mais ils nous le diront juste après, c'est bien dans l'ambition et dans la vision que porte le président de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, c'est d'attirer plus largement des entreprises qui seraient attirées par cet écosystème de Bourgogne-Franche-Comté. Et effectivement, c'est ça la singularité, vous faisiez le lien avec les autres régions. Il y a d'autres régions qui misent sur l'hydrogène. Je ne vais pas les citer, j'ai pas trop envie de leur faire beaucoup de pub, c'est pas mon job du moment. Mais ce qui est très singulier dans la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est vraiment, j'y reviens, c'est cet écosystème et notamment nos labos de recherche. C'est ça qui fait la différence. Et puis, des grands donneurs d'ordre, évidemment, McPhy, Forestia, qui font que vous avez tout un réseau de sous-traitants qui a tout intérêt à venir s'arrimer à ces grands donneurs d'ordre sur l'hydrogène. Alors on sait qu'on a un pôle automobile extrêmement important dans Lyon, mais aussi en Franche-Comté, avec ce territoire de Belfort, petit par la taille, mais grand par la dimension justement au niveau de l'automobile. Tout est né là-bas et il y a des tas de projets intéressants à Belfort. À Belfort et plus globalement dans ce qu'on appelle le Nord-Franche-Comté, voilà, Belfort, Montbéliard, tout ce coin-là où effectivement, la force de l'automobile, c'est Sochaux, évidemment, c'est la force de notre région, c'est Peugeot qui, selon les années, produit de 400 000 à 800 000 voitures par an. C'est là-bas que ça joue. Je suis allé visiter le site de Sochaux il y a un mois maintenant. Et le directeur de l'usine me disait, monsieur le vice-président, ayez bien conscience d'une chose, c'est qu'en janvier 2023, dans 11 mois, demain, il y aura ici à Sochaux, première usine de production automobile française, moins de véhicules qui sortiront avec un moteur thermique que de véhicules qui sortiront avec un moteur hybride ou électrique. Donc je le dis parce que quand on en parle comme ça, ici ou là, de la voiture électrique, j'ai le sentiment que les gens pensent que c'est pour dans 10 ans cette affaire. Non, c'est pas dans 10 ans, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est en ce moment que ça se joue, par la volonté politique, la volonté de l'Union européenne, relayée par la France et par le président de la République, c'est-à-dire mais entre nous, on se le dit souvent avec toutes les personnes qui travaillent sur ces questions-là, le moteur électrique, ce sera une étape en fait, ce sera une étape vers autre chose, et certainement, notamment vers le moteur à hydrogène. Alors on découvre cette application de l'hydrogène pour la mobilité. Ça, c'est un cheval de bataille de l'État dans le cadre du plan de relance. L'hydrogène peut aussi intervenir dans le domaine de l'industrie, du bâtiment. Il y a d'autres déclinaisons possibles. Elles sont déjà envisagées. C'est une source d'énergie, donc on peut la décliner, je ne voudrais peut-être pas dire à l'infini, mais on peut évidemment la décliner. On a une très très belle start-up, devenue maintenant une très belle PME, qui ne tardera pas à devenir une magnifique entreprise de taille intermédiaire. C'est côté Franche-Comté, c'est une entreprise qui fait des groupes électrogènes à hydrogène, qui est très prisée. Ils l'ont testé notamment, il y a plein d'applications. Il y a évidemment les applications qu'on connaît dans les hôpitaux, dans la préfecture de Belfort est d'ailleurs le premier client en ayant choisi vous savez que toutes les préfectures ont un groupe électrogène au cas où tout saute, qu'ils puissent quand même continuer d'assurer la continuité de l'État. Mais dans les festivals, par exemple, dans les festivals de musique, c'est très couru ces groupes électrogènes à hydrogène parce que ça ne fait pas de bruit. L'immense avantage, c'est que d'abord ça ne pollue pas et ça ne fait pas de bruit. Donc et puis évidemment tous les lieux qui ne sont pas, alors nous on est moins concernés dans Lyon, mais côté est de la région, quand vous êtes en montagne, eh bien ça permet d'avoir une alimentation stationnaire qui n'est pas permise aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de réseau qui passe.
Quelle est l'application pour le particulier? Parce que là, finalement, on raisonne toujours économie, industrie, collectivité. Est-ce que les particuliers ont conscience qu'effectivement, demain, ils rouleront peut-être à l'hydrogène ou ils se chaufferont chez eux à hydrogène? Est-ce que c'est envisageable à moyen court terme? Alors, pour le moment, ce n'est pas la stratégie française. Parce que j'ai parlé de la stratégie de la feuille de route de la région, mais il y a aussi le président de la République qui a dévoilé une feuille de route à 2030, dans laquelle l'hydrogène est un bloc important. La stratégie jusqu'ici, c'est toujours que dans 9 ans, 2030, c'est d'abord de déployer à travers l'industrie lourde, donc la chimie, ces grosses industries-là, puis l'industrie diffuse, puis les mobilités, mais plutôt sur les poids lourds, les trains, comme on le fait en Bourgogne-Franche-Comté. On n'est pas encore tout à fait... On parle du fluvial également. Et le fluvial, effectivement. On n'est pas encore tout à fait, pour le moment, même si ça existe, des groupes comme Engie, Enedis sont en train de déployer... j'ai essayé un vélo hydrogène, je l'avais essayé à Belfort, je l'ai réessayé à Auxerre. Donc ça existe aujourd'hui. Le problème qu'on a, vous l'avez bien en tête, c'est que si demain on achète tous une voiture à hydrogène, on sera bien incapable de la recharger et de l'alimenter. Donc tout notre sujet à nous, y compris pour la puissance publique, c'est comment on accompagne ce plan de développement. Alors, les stations comme Auxerre sont emblématiques, mais évidemment on ne va pas se contenter d'une station par département si on veut demain que l'hydrogène soit l'énergie de monsieur et madame tout le monde. Donc c'est un des gros enjeux pour nous, de savoir comment on bâtit, enfin pour nous, pour la région, mais pour l'État, on marche main dans la main, comment on irrigue le territoire de ces stations qui permettront demain effectivement de s'alimenter. Pour le moment, le sujet, c'est les grands axes. Donc on est concerné dans Lyon, parce que comme on est traversé par des axes tout à fait structurants, c'est comment on fait en sorte que si on a un camion hydrogène qui passe dans Lyon, il soit en capacité de s'alimenter en passant sur l'autoroute, quoi. Donc l'Eun a accueilli récemment cette première station. On peut supposer que d'autres projets sont déjà dans les cartons? Bien sûr, on a d'autres projets. Je ne vais pas les dévoiler aujourd'hui parce que je laisse toujours la primeur aux porteurs de projets et aux industriels de le faire. Mais on a de très très belles entreprises sur le territoire, par exemple, qui produisent des remorques, des châssis de poids lourds, par exemple, pas très très loin d'ici d'ailleurs. On ne citera pas le nom, mais voilà, on voit. avec lesquels on travaille pour voir comment demain on peut produire ces mêmes châssis, mais avec les réservoirs pour l'hydrogène. Donc il y a énormément de projets comme ça qui sont en gestation, qui demandent à ce qu'on mobilise des fonds d'innovation, des fonds de développement. C'est le boulot de la région Bourgogne-Franche-Comté, avec ses relais habituels, notamment je pense à la Banque publique d'investissement, qui accompagne l'innovation, qui accompagne ces startups et qui accompagne ces PME pour en faire des entreprises plus conséquentes et plus assises. Puisqu'on parle de finances, Nicolas, combien ça coûte finalement l'hydrogène et son expansion sur le territoire? Je suis bien incapable de répondre à cette question, le plan hydrogène de la région, en tout et pour tout, donc on y avait mis 100 millions d'euros à l'origine. Avec le plan d'accélération de l'investissement régional, donc le plan de relance régional, on y a ajouté 57 millions d'euros. Donc la région va quand même y consacrer 157 millions d'euros. Je vous garantis que ce n'est pas une paille dans le budget régional. Et j'ai la faiblesse de penser que ce ne sont que les 157 premiers millions d'euros, parce que c'est un axe stratégique pour le développement de notre région, parce qu'on a une épingle du jeu à tirer sur ces sujets. Ce ne sont pas les seuls, parce qu'on parle beaucoup d'hydrogène, y compris dans Lyon, mais je voudrais dire que, parce que ça c'est un peu le témoignage d'un néophyte, moi je découvre ma nouvelle délégation au développement économique, et entre ce que je voyais comme simple président de Comcom et ce que je vois aujourd'hui, en fait, vous découvrez que cette région est pleine de ressources. Sur l'hydrogène, sur l'automobile, on l'a dit, sur le luxe, où on a plusieurs longueurs d'avance. Et un sujet, moi, qui m'a passionné au-delà du ferroviaire, c'est, ce qui est aussi un pôle de compétitivité en région, c'est la santé, par exemple. En ce moment, la Bourgogne-Franche-Comté ne fait plus la course avec les autres régions voisines. La région Bourgogne-Franche-Comté, sur toute la question des biomédicaments, pardon, je suis un peu dans l'hydrogène, mais j'aime bien le dire, on fait la compétition avec les États-Unis et les Coréens du Sud. Voilà.
on a écrasé la concurrence en France. Le sujet, c'est comment on s'impose à l'international. Donc, je le dis parce que j'aime pas tellement le bashing qu'on peut entendre, y compris parfois sur notre département ou sur notre petite région. Effectivement, en termes en poids démographique, on est une petite région, mais petite mais costaud, quoi. On a vraiment des leviers de croissance dans cette région sur l'hydrogène et sur d'autres filières qui sont extrêmement importants. Et la présidente de la région l'a dit ce matin, hein, il faut le faire très humblement de notre côté, parce que c'est pas nous qui créons les emplois, c'est pas nous qui investissons, ce sont les employeurs, les entrepreneurs qui ont une vision, qui portent leur vision et qui la déploient. La région, elle est en soutien, comme l'est l'État, comme sont les opérateurs, Business France, BPI. Donc, mais on est aux côtés des entrepreneurs qui osent. Deux derniers points avant de conclure cet entretien, Nicolas. Tu parlais justement de l'emploi. Est-ce qu'on sait à peu près le quantitatif de ces emplois verts, hydrogène? Qu'est-ce que ça va donner pour la région Bourgogne-Franche-Comté ou Lyon? Alors, je vais avoir du mal à répondre à cette échelle-là, parce qu'on ne le sait pas forcément. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est l'étude de l'association France Hydrogène qui l'a révélé. Le plan hydrogène 2030, le plan 2030 pour la France, c'est la création de 100 000 emplois dans l'ensemble de l'Hexagone. Et on peut considérer qu'une grosse partie, enfin une bonne partie, en tout cas c'est ce qu'on espère, se fera chez nous, tenant compte de toutes les avancées que l'on peut avoir sur ce sujet. L'entreprise Jenny, là, qui fait des électrolyseurs, qui va s'installer à Belfort dans les semaines qui viennent, qu'on a arrimé lors du salon qu'on avait fait à Belfort, sur le salon hydrogène, l'un des événements les plus importants du pays sur cette question de l'hydrogène, c'est 140 emplois d'un coup, qui arrivent en région. Donc, c'est un vrai axe de création d'emplois et de création de valeur pour la région. Dernier point, c'est intéressant et c'est important, quand on discute d'hydrogène au commun des mortels dans la rue, un micro-trottoir, il y a toujours cette petite notion sécuritaire. Avoir une station de stockage hydrogène pas loin de chez soi, est-ce qu'il y a un danger? Alors, est-ce qu'au même, vous leur demandez s'ils ont peur d'une station nucléaire des GSE? Parce que moi, à titre personnel, je serais beaucoup plus inquiet par la deuxième que par la première. Bon. Comme toute technologie, elle présente des avantages, elle a aussi ses faiblesses. Ce sont aujourd'hui des faiblesses qui sont largement maîtrisées. Et notamment, dans toute l'innovation que l'on finance à la région, il y a bien sûr ce sujet de la sécurité de l'approvisionnement. Mais encore une fois, ce sont aujourd'hui... vous savez, je pense que quand les moteurs thermiques ont commencé à rouler il y a un siècle et demi, je suis à peu près certain qu'il y a eu ces mêmes questions-là. C'est vachement plus dangereux que le cheval, au bout du bout. C'est vrai. Voilà. L'hydrogène, c'est une nouvelle technologie dont on saura maîtriser ces aspects potentiellement dangereux. Et aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui le font très bien. Vous avez vu qu'il y en a plein partout sur le salon, là, des démonstrateurs. Donc, a priori, on est bien en termes de sécurité. Merci Nicolas Sauret. On l'applaudit, mesdames, messieurs, pour son intervention. Merci à lui. Je crois qu'il a d'autres rendez-vous et qu'il va nous laisser. Merci Nicolas. Bonne journée. Je demanderai à Nathalie Locke de nous rejoindre sous vos applaudissements également. Nathalie qui est chef de projet hydrogène à l'AER, si je ne m'abuse. Là, très bien Nathalie, vous venez là, donc l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Et Nathalie, vous allez faire justement un focus un peu plus détaillé sur ce qui se passe réellement en Bourgogne-Franche-Comté. Ça doit fonctionner. On fait un test micro. Je pense que, voilà. Vous m'entendez. Voilà. Donc j'ai préparé une petite Alors, vous peut-être vous décaler un petit peu si vous voulez pour les commenter. Ça va être très, très facile. Il y a quelques slides, voilà. Donc vous pouvez lancer le... Voilà. Donc rapidement, moi je suis à l'AER, je suis chef de projet hydrogène Bourgogne-Franche-Comté. De formation au départ ingénieur, je suis rejoint l'agence pour travailler sur la filière automobile en 2005, quand elle a été créée en Franche-Comté. Et petit à petit, ça s'est orienté automobile, mobilité électrique, hydrogène pour la mobilité, et aujourd'hui, chef de projet hydrogène. Donc ça a été une progression qui s'est faite, je dirais, naturellement. Et effectivement, comme l'a rappelé Nicolas Sauret, c'est la création dès 1999 de la plateforme pile à combustible de Belfort et du Fuel Cell Lab qui a permis que je travaille sur cette activité. Alors rapidement, mais je ne vais pas passer de temps là-dessus, l'Agence économique régionale, c'est comme on le dit habituellement, le bras armé de la région pour mettre en œuvre la politique notamment économique. Et l'hydrogène, également, je ne vais pas le répéter, mais est un axe très très important. Et je tiens à souligner que si on a pu avancer, être aujourd'hui reconnu comme, même si on
c'est pas toujours très modeste de le dire, mais la région la plus avancée en matière d'hydrogène au niveau national. C'est grâce à la fois par la mobilisation des industriels, des différentes structures, notamment aussi un pôle de compétitivité qui s'appelle Pôle Véhicule du Futur, qui travaille dès 2005, dès la création des pôles sur cette thématique, et grâce aussi, Nicolas Sauret l'a répété, grâce à la volonté politique. Parce que je peux vous dire qu'il y a 15 ans, quand on parlait d'hydrogène, ça ne faisait pas grand bruit, ça ne lançait pas beaucoup de répondants dans l'Assemblée. Aujourd'hui, heureusement, ça a changé, mais c'est des travaux qui ont été engagés d'abord dans la recherche et qui ont été, entre autres, une des missions de l'AER. Donc je ne vais pas passer plus de temps au service des entreprises et des territoires, avec des chefs de projet qui ne sont pas que, comme moi, sur l'hydrogène, mais aussi sur toutes les autres filières importantes en Bourgogne-Franche-Comté, l'agroalimentaire, l'aéronautique, le bois, la médicale, etc. Suivant. Donc, c'est une longue histoire, effectivement, qui a commencé en 99. Je ne vais pas tout vous commenter. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a eu trois étapes bien distinctes qu'on ne voit pas forcément, et c'est volontaire sur cette timeline, comme on dit. La première partie, ça a été de financer la recherche, parce qu'effectivement, bien que le principe de la pile à combustible soit connu depuis plus de 150 ans, que la première pile a été structurée en France, d'ailleurs, grâce à Lavoisier, dont la formule était « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », et pour le coup, dans le cas de l'hydrogène, c'est plus que vrai. Donc cette création de 1999 jusqu'à peu près dans les années 2010, ça a été essentiellement un soutien régional à la recherche, des essais sur les piles, les systèmes piles, tester les systèmes, etc. Et puis en 2010-2011, il y a eu les premières expérimentations, soit qui venaient directement de notre territoire, avec par exemple le projet Mobipost, qui étaient des petits véhicules qui servaient à distribuer le courrier de la Poste, et qui ont été designés à Belfort et qui ont circulé 2 fois 5 flottes. Alors c'était à côté de Lons-le-Saunier et puis à Exincourt, à côté de Montbéliard, dans des centres de distribution du courrier. Les postiers, au départ, ils n'en voulaient pas. Oh là là, l'hydrogène, bon là, en plus, c'était du stockage solide, donc il n'y avait pas de pression. Et puis à la fin, quand on leur a repris les Mobipost, ils étaient très très malheureux. Il y a eu une deuxième expérimentation, Mobilitest, avec les Kangoo Z2 électriques, donc de Renault, qui ont été équipés par une entreprise grenobloise, Symbio, d'un range extender, comme on dit, un prolongateur d'autonomie hydrogène. Et ça a été testé dans notre région. Alors c'était Luxeuil et Dole, pour des raisons aussi de relief et de climat. Ça a permis déjà de se poser un certain nombre de questions, parce qu'on a cherché pour fabriquer les prototypes, notamment du Mobipost, des composants, des éléments, des briques techno, et du coup on a commencé de se dire c'est bien la démonstration. Donc la démonstration, ça a été encore aujourd'hui, il y a des démonstrateurs, mais pendant 4-5 ans, et on s'est dit, là, cette fois, il faut passer l'étape d'après. Et à cette époque, il y a eu une volonté du gouvernement de recenser un peu ce qui se passait sur l'hydrogène en France. Et ils ont fait un AMI, un appel à manifestation d'intérêt. Et ils ont été, donc tous les projets sont remontés, ils ont été surpris par la quantité de projets qu'il y avait. Sur toute la France. Donc nous, on a eu la chance en Bourgogne-Franche-Comté, c'était au moment de la fusion, de présenter 7 projets, mais on n'a pas voulu dire ces 7 projets, on a dit c'est le projet d'un territoire complet qui réunit des équipements structurants, des projets d'équipements structurants, d'entreprises, de collectivités, et on a été labellisé donc fin 2016, début 2017, territoire hydrogène. Sont donnés un projet, ces projets ont été regroupés sous le nom de E-Énergie 2017. Et dans le mot E-Énergie, on comprend énergie, mais on comprend aussi ENR, c'est-à-dire que la volonté de la Bourgogne-Franche-Comté, c'était d'avoir une production décarbonée ou bas carbone d'hydrogène. Parce que l'hydrogène utilisé, d'ailleurs dans des moteurs ou utilisé dans l'industrie, ça c'est pas nouveau. Mais il y a de l'hydrogène, alors qu'on appelait gris, mais carboné, et c'est justement pas cet hydrogène-là qu'on veut. Donc on veut le produire proprement, à partir d'électrolyse, à partir de certains procédés bas carbone, on va parler de Dijon tout à l'heure. Voilà. Et puis en 2019, une feuille de route a été votée, une feuille de route avec 2 grands axes. Contribution à la transition écologique et énergétique et retombées économiques. Alors,
qu'est-ce que c'est que ces deux axes? Retombées économiques, c'est les industriels doivent bénéficier de certaines prises de part de marché dans ce futur marché de l'hydrogène, soit à travers des briques technologiques, soit à travers des composants, des savoir-faire nouveaux pour eux, de la diversification, de la mutation, de la création d'entreprises, de l'attractivité, c'est-à-dire des implantations, et aussi de la sauvegarde de l'emploi quand des marchés s'éteignent. Ça fait partie de la nature des choses. Un jour, il y aura peut-être plus de pots d'échappement, quoique. Je dirai aussi pourquoi. Donc, cette feuille de route a été votée en décembre 2019 à la quasi-unanimité, on va dire, et ça a permis de générer une belle unité au niveau du territoire. Et on a pu ainsi mener à bien les 7 projets de énergie, alors qui ont pu évoluer en cours de route. Et là, je reviens sur Auxerre, parce que quand on a cherché à faire cette labellisation territoire hydrogène, il faut savoir que c'était juste au moment de la fusion. Moi, je suis franc-comtoise d'origine, et j'avais beaucoup de contacts d'entreprises qui voulaient aller sur des projets hydrogène. Et on s'est dit, on est maintenant en Bourgogne-Franche-Comté, il faut des projets aussi sur l'autre territoire qui n'en fait plus qu'un. On va voir en Bourgogne où on peut trouver des projets. Alors, on a rencontré le projet Iconet, qui était déjà un peu lancé, qui est un projet de méthanation unique en France. C'est une sorte de démonstrateur énergétique. Et on a trouvé Auxerre. C'est la première collectivité de Bourgogne-Franche-Comté qui a dit « Moi, je veux produire de l'hydrogène pour pouvoir alimenter ». Au départ, c'était les bus, puis après, c'est bus benne à ordures, et maintenant, il y a aussi le projet des trains. Donc voilà. Bon, je vous laisse lire, vous avez certainement lu les différentes inaugurations. Bon, il n'y a pas 2021, il n'y a peut-être plus la place, il faudra faire 2 lignes maintenant. Mais on a inauguré récemment justement la station Oxygène à Auxerre. Alors, voilà, donc là sur ce slide un peu condensé, vous avez à la fois les retombées économiques, c'est toutes les logos de pas toutes les entreprises, il aurait fallu beaucoup plus, mais des entreprises qui travaillent sur l'hydrogène. Et j'ai volontairement mis des Stellantis ou General Electric à côté de Minkatech ou Gossin. Vous avez des gens qui font du tube inox, il y a des gens qui font de l'électrolyseur, il y a des gens qui font des compresseurs, il y a des gens qui font des voitures, des trains, des turbines. Et tout ça, ça peut travailler sur la filière hydrogène. Et ce qui est vraiment louable, c'est que le plus petit travaille avec le plus grand. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais observé à ce point dans l'hydrogène, dans les autres secteurs. C'est qu'un Stellantis va s'intéresser à un tout petit, parce qu'il a ce savoir-faire, il a cette innovation. Vous avez des gens comme Gossin qui faisait, et qui fait toujours, des tracteurs portuaires, aéroportuaires pour décharger les cargos transnationaux, hein, qui travaillent avec Faurecia et qui n'avaient jamais travaillé avec Faurecia pour les réservoirs. Donc vous avez vraiment cette dynamique, et ce qui est très louable dans notre région, et je suis souvent consultée, mais comment vous avez fait? Alors j'ai dit, on s'y est pris il y a 15 ans, ça c'est une des vraies premières raisons. Mais pour arriver à cette dynamique, c'est qu'en fait, on a toujours travaillé les services économiques en lien avec les politiques, hein, les volontés, que ce soit au niveau communauté de communes, agglomération, région, la recherche, la formation, les entreprises, du plus petit au plus grand. Et on avait un groupe de travail qui existe toujours, donc un petit peu différent maintenant, qui s'appelle le groupe de travail hydrogène, dans le jargon GTH2, qui se réunissait tous les mois. Et maintenant, comment on fait? Et maintenant, quel projet? Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut inventer? Et maintenant, comment on va faire pour communiquer, pour être les premiers, pour avoir des idées différentes? Et on y est arrivé. Et aujourd'hui, on est reconnu, vraiment reconnu comme une des régions leaders. Alors, on a peut-être un défaut, c'est qu'on communique, mais on communique pas autant que certains. Mais comme le dit un jour la présidente, on communique quand on a fait, pas avant. Donc on a beaucoup de choses aujourd'hui qui vont encore arriver. C'est une bataille mondiale entre les États, entre les régions aussi. Et il faut toujours être très très ouvert. Alors le deuxième axe, donc là les acteurs industriels, l'axe retombées économiques, et vous avez les collectivités qui s'engagent ou qui réfléchissent. Alors la carte est peut-être pas très à jour, je reconnais que là il faudra peut-être que je retravaille avec cette carte, mais il y a des projets donc sur Belfort, sur Dijon,
dont on va dire un mot juste après. Auxerre, je sais, ça sera à l'ordre du jour, donc je ne vais pas en parler. Et puis des collectivités qui réfléchissent, qui sont en train de monter leur projet mobilité, hydrogène. Mais aujourd'hui, ça s'élargit. Ce n'est pas seulement sur la mobilité, c'est aussi sur l'usage industriel, sur des applications un peu plus stationnaires. Parce que l'hydrogène, aujourd'hui, si on veut le produire vert, ça coûte cher et les stations doivent être rentables, les systèmes de production doivent être rentables et il faut un certain nombre de consommations. Et ça, c'est aussi, dans les aides allouées par l'État, important. Il faut qu'il y ait un certain nombre de kilos, je dirais, d'hydrogène consommé par jour pour que ça puisse rentabiliser les infrastructures. Dans les projets phares qui ont été soutenus, j'avais l'embarras du choix, je dirais. J'ai voulu aussi en mettre un peu sur tout le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Mais donc il y a cette fameuse commande de 3 rames TER hydrogène Alstom, dont Nicolas Seurat a parlé. C'est un projet d'expérimentation, sans rentrer dans les détails. Ça n'a rien à voir avec les trains Alstom E-Lint qui circulent en Allemagne, qui sont full hydrogène. En France, ce sont des trains bimodes. Les trains TER sont déjà bimodes, électriques avec pantographe, et puis groupe diesel quand il n'y a plus d'électrification. Parce que notre réseau est à moitié électrifié en France, réseau secondaire, il est à 50% électrifié, à 50% pas électrifié. Donc, les TER sont ainsi conçus, et on va supprimer le diesel au profit, dans le projet d'Alstom, d'un groupe électrogène-hydrogène. Il y a 4 régions, dont la nôtre, qui ont souhaité et maintenu aussi leurs commandes suite au Covid, parce qu'il y a des régions qui se sont retirées, pour pouvoir faire cette expérimentation. Et la première station train en Bourgogne-Franche-Comté, en tout cas opérationnelle, sera à Auxerre, à côté de la station qu'on a inaugurée l'autre jour. Vous avez donc le projet Auxerre, j'en dis pas plus. La région a accompagné le centre de recherche de Forestia, qui est à côté de Montbéliard, qui est un centre de recherche, comme son nom l'indique, mais qui peut faire aussi des pré-séries, des tests de sécurité, de pré-certification, homologation pour les réservoirs, notamment dans l'automobile. Et Forestia fournit les réservoirs des 1600 camions Hyundai qui sont livrés en Suisse pour du transport pour les COP. Pour la COP, c'est une chaîne de supermarchés suisses, pour alimenter les supermarchés depuis la centrale. Et on a aujourd'hui l'usine de Allenjoie, qui est l'usine qui va produire en série, mais cette fois importante, ces fameux réservoirs. Quand je vous parlais tout à l'heure de sauvegarde des emplois, Forestia, Allenjoie travaille sur le thermique, les pots d'échappement. Il y a une usine qui produit aussi des pots d'échappement, donc ils se disent qu'il faut peut-être se diversifier. Donc ils ont commencé il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, il va y avoir ces 2 productions, et peut-être qu'un jour, et même déjà rapidement, il y en a une qui va prendre le pas sur l'autre. DMSE, Dijon Métropole Smart Energy, c'est le projet de l'écosystème mobilité et benne à ordures de Dijon. Mais ce n'est pas une production à partir d'électrolyse, mais à partir des déchets. Il y a un slide derrière pour rapidement l'expliquer après. La Gigafactory électrolyseur McPhy, si je vous racontais tout. Un jour, McPhy dit dans le journal « Nous allons construire une usine pour produire nos électrolyseurs en France. » Alors évidemment, 14 régions, il y avait au moins 20 candidats. C'était, tout le monde s'y est mis, moi avec, et on l'a eu. On l'a eu parce qu'on avait justement ces laboratoires. On avait cette façon de travailler, ça a été dit, j'ai ma collègue qui peut témoigner, de toujours travailler tous ensemble. La région, la préfecture, l'État, donc les entreprises qui se sont impliquées en disant « moi je pourrais sourcer McPhy avec ça », les laboratoires, l'accompagnement, la main-d'œuvre formée. On a quand même UTBM qui est un département énergie. Et puis cette expérience, ce recul qu'on avait par rapport à l'hydrogène, ils se sont trouvés en face de gens qui parlaient hydrogène comme eux. Ça a surpris pas mal de monde. Hein. C'est là qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette région? Et on n'a pas fini. Ensuite, vous avez un projet qui va être du côté de Dijon. Alors j'en parle puisqu'ils en ont parlé eux-mêmes au salon à Évolution il y a une dizaine de jours. Produire à partir de la biomasse. On a beaucoup de biomasse en Bourgogne-Franche-Comté. Il faut de la biomasse quand même en quantité suffisante.
et pour qu'elle soit régulière, et c'est le cas. Et donc là, c'est les établissements Roussel avec des déchets bois, et occasionnellement, saisonnièrement, des déchets de sarment, de vigne, on est en Bourgogne, donc qui vont pouvoir, par un procédé Hafner qui est français, puisque ce sont des Strasbourgeois, produire de l'hydrogène quasiment zéro carbone, on va dire bas carbone, avec un système de thermolyse, je ne rentre pas dans les détails. Et cet hydrogène va être distribué par Thévenin Ducrot, autrement dit Avia, avec déjà, pour premier usage, pour premier consommateur de cet hydrogène, les camions Avia eux-mêmes. Donc on a un écosystème complet, production, distribution, stockage, avec de la quantité garantie. Et puis, on a aussi pas mal de projets d'entreprises, briques technologiques, composants, etc. Et le fameux projet iconé de Saint-Florentin, qui est de méthanation. Quand vous enfouissez des déchets, il y a du CO2 qui sort et du méthane. À Saint-Florentin, on récupère le méthane plutôt que de le laisser partir dans l'atmosphère, parce que le méthane est 10 fois plus effet de serre que le gaz carbonique. Donc, autant le brûler. Et donc, ça vous fait de l'énergie. Par contre, ça va faire du CO2. Mais si vous récupérez aussi le CO2 qui sort de ce centre d'enfouissement et que vous le recombinez, donc CO2, vous le recombinez avec H2, l'hydrogène, vous allez refaire du CH4, autrement dit, du méthane. Mais qui c'est qui va faire cette recombinaison? Des petites bactéries. Et donc, c'est ce qu'on appelle la méthanation. Et donc, vous utilisez le CO2 pour refaire du méthane. Ce CO2 repartira, c'est comme ça, dans la nature à un moment donné, quand on aura brûlé le gaz. Mais vous aurez eu pratiquement, pas tout à fait, 2 fois plus de méthane pour le même taux de CO2. Donc, il n'y a pas de démonstration à faire pour le côté, je dirais, bon pour la planète, hein, pour résumer. Sachant que de toute façon, si on ne faisait rien, il ressortait en l'état, il partait dans l'atmosphère. Voilà. Donc après, j'ai un petit slide. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Pas beaucoup, mais ça va aller vite après. Donc Dijon, là, c'est les bennes à ordures qui vont chercher des déchets. Ces déchets vont être brûlés à très haute température. À très haute température, vous décomposez les molécules de CH et O, qui sont le corps même de tout ce qui est déchets organiques, en beaucoup d'hydrogène et puis des polluants, parce que c'est des déchets, donc ils vont être filtrés, du soufre, des choses comme ça. Et puis, beaucoup moins de CO et de CO2, beaucoup moins, jusqu'à 40% moins. Donc, c'est pour ça qu'on parle de procédé bas carbone. Mais ces déchets, on s'en débarrasse pour faire, finalement, un gaz qui va alimenter une turbine, qui va faire de l'électrolyse, qui va partir de l'hydrogène, qu'on va classer bas carbone. Et cet hydrogène va permettre aux bennes à ordures de rechercher des déchets. Ça s'appelle l'économie circulaire. Et en plus, on retraite les déchets pour faire circuler des bennes à ordures. L'image est assez bonne. Voilà, donc là, avec des partenaires, Rougeot, Justy, Dijon Métropole et... alors, c'est pas marqué, là, il y a Storengy également. Voilà. Des formations, là, je vais très vite. Donc, l'université technologique Belfort-Montbéliard, l'ENSEM mécanique microtechnique de Besançon, les IREM de Dijon qui travaillent sur vraiment des aspects très moléculaires, atomiques, sur des électrodes ou des substrats pour faire des micropiles à combustible. L'ISAT Nevers, qui travaille sur notamment la mobilité électrique et qui fait des démonstrateurs et qui se fasse lancer dans des démonstrations hydrogène. Voilà, donc on a quand même aussi sur tout le territoire et pas seulement en Belfort des formations. Et le tout dernier, je crois, voilà, des formations qui touchent aussi les lycées, puisqu'on a souhaité mettre des produits Made in Franche-Comté-Bourgogne, les Mobitech, version dépostée, on va dire, du Mobipost, avec sa petite station de production dans 5 lycées, Auxerre, Joigny, Nevers en Bourgogne et Dole et Montbéliard en Franche-Comté. Donc voilà, beaucoup de projets. Retenir que c'est ce travail en commun, que c'est un travail de longue haleine, qu'il y a beaucoup de choses encore qui vont évoluer sur cette filière. On parlait, et je conclurai là-dessus, du moteur à hydrogène. Alors Nicolas Sauret parle du moteur à hydrogène, il a raison, parce qu'on va aussi brûler de l'hydrogène dans les moteurs, notamment pour les camions. Vous avez des Daimler, des Volvo, des MAN qui travaillent là-dessus.
Mais dans la mobilité, notamment par exemple à Auxerre, les bus, il y a une pile à combustible et l'hydrogène n'est qu'une façon de stocker l'électricité. Quand l'hydrogène qui a été fabriqué avec de l'électricité passe dans une pile à combustible, quelque part, Lavoisier l'avait dit, rien ne se perd, rien ne se crée, ça ressort de l'électricité, de l'eau et de la chaleur. Vous refaites la synthèse de l'eau, en fait. Voilà. Petite précision pour conclure. Merci Nathalie, on l'applaudit parce que c'était très détaillé. Alors Nathalie, juste un dernier point. On s'aperçoit avec ce panorama que la Bourgogne-Franche-Comté est à la pointe de l'hydrogène. Vous confirmez ? Je confirme. Et par contre, pour rester à la pointe, il faut continuer, quoi. Et il faut continuer encore très longtemps et très fort. Et on est là pour ça, mais aussi avec tous les industriels, tous les laboratoires, tous les gens de bonne volonté. On est très ouverts. Venez avec vos projets, on essaiera de vous aider, sachant que ce n'est pas encore des marchés importants. Hein. Donc c'est en train de... Voilà, le ramp-up, il va arriver très vite. C'est pour ça qu'il faut s'y mettre maintenant. Et puis bien sûr, avec sa déclinaison en emploi, ça c'est un autre débat, emplois, très mais important. beaucoup d'emplois derrière. Merci Nathalie, on l'applaudit encore une fois. Et nous allons nous intéresser maintenant, je vais récupérer le micro, voilà, à ce qui s'est passé il y a quelques jours à Auxerre, dans Lyon, pour faire un focus. Philippe Follet me rejoint sous vos applaudissements. Philippe Follet qui représente la structure Einheimix, une filiale du groupe EDF. Philippe, puisqu'effectivement il y a eu l'inauguration il y a quelques jours de la station Oxygène, j'aime beaucoup ce mot, Oxygène pour de l'hydrogène, c'est pas mal, avec aussi un projet d'écosystème derrière qui va engendrer beaucoup d'évolutions économiques. Donc en quelques slides, Philippe, expliquez-nous ce qu'est cette station hydrogène à Auxerre. Merci de m'inviter. Donc Philippe Follet, je suis responsable du développement territorial de la filiale Einheimix sur Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Et je vais vous parler donc de notre station d'hydrogène vert, Oxygène à Auxerre. Juste un petit élément de contexte, puisqu'on parle beaucoup d'hydrogène depuis tout à l'heure. Moi, je voudrais repréciser ce qu'est l'hydrogène vert, l'intérêt de l'hydrogène vert pour lutter contre quelque chose dont on entend parler particulièrement en ce moment. C'est tout à fait d'actualité avec la COP26. C'est les émissions de carbone. Parce que finalement, c'est ça le sujet qui est au cœur de tout. C'est qu'à travers l'hydrogène vert, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? C'est bien décarboner. Et aujourd'hui, c'est quand même un élément fondamental à remettre, je pense, en perspective d'une station qu'on a aujourd'hui à Auxerre, qui modestement lutte quand même véritablement contre le réchauffement climatique. Puisque si on regarde ce petit graphe, qui est donc le graphe qui est fait par le GIEC, hein, donc ce sont les experts du climat, qui disent, et qui ont d'ailleurs republié un rapport cet été, que si nous ne faisons rien et si nous ne contenons pas finalement nos émissions de carbone à horizon 2050, nous ne saurons pas contenir le réchauffement climatique à 2 degrés, comme c'est aujourd'hui ce qui anime tous les débats de la COP26. Donc vraiment l'enjeu fondamental de l'hydrogène, c'est un des éléments, c'est pas l'élément, il y en a plein d'autres, mais c'est un élément qui peut permettre justement de lutter contre le réchauffement climatique, en neutralisant les émissions de carbone, puisque hydrogène vert, il n'y a pas du tout d'émissions de carbone. Donc vous voyez, on peut substituer des énergies fossiles par de l'hydrogène vert. Et alors pourquoi aujourd'hui je suis ici présent pour représenter donc Einheimix, qui est la filiale du groupe EDF dans la production d'électricité. C'est tout simplement parce qu'on a une chance en France, et ça c'est une vraie opportunité, c'est qu'on a un parc de production d'électricité qui est pratiquement 100% décarboné, tant au niveau du mix énergétique traditionnel, plus les ENR, font qu'on a quand même l'avantage d'avoir une matière première qui est indispensable pour fabriquer de l'hydrogène de façon totalement neutre en carbone par électrolyse de l'eau. Et en fait, notre processus à nous, c'est bien de fabriquer de l'hydrogène vert avec de l'électricité dans un bain d'électrolyse, avec un électrolyseur, anode, cathode, oxygène d'un côté, hydrogène de l'autre. Et on récupère l'hydrogène qu'on peut utiliser dans des applications industrielles, en substitution d'hydrogène carboné, puisque ce qu'il faut que vous sachiez aujourd'hui, c'est que, par exemple, un certain nombre d'industries, comme la métallurgie, comme l'électronique, comme la chimie, utilisent beaucoup d'hydrogène pour produire leurs produits. Et cet hydrogène qui est aujourd'hui utilisé dans ces process, c'est de l'hydrogène carboné. De l'hydrogène qui a été produit par des process de vaporoformage, par exemple,
où on extrait par exemple du gaz méthane, la molécule hydrogène, mais donc en faisant cet hydrogène, en produisant cet hydrogène, on pollue puisqu'on dégage du carbone. Par électrolyse de l'eau, avec de l'électricité verte, produite à partir d'ENR, eh bien, on n'a absolument pas d'émissions de carbone. Donc on est complètement neutre en carbone. Et donc on peut aller substituer ces consommations d'hydrogène dans l'industrie par de l'hydrogène vert, et on peut aussi entrevoir un certain nombre de perspectives de développement, d'innovation, dans la mobilité notamment. On parlait tout à l'heure de moteurs. Bon, ben c'est tout à fait le cas. Et là, on va toucher du doigt le concret avec la station Oxygène, puisqu'aujourd'hui, on alimente les bus de la ville. Voilà. Donc les bus qui aujourd'hui utilisaient, enfin jusqu'à maintenant, du gasoil pour fonctionner, donc avec une grosse émission de CO2, utilisent aujourd'hui de l'hydrogène pour fonctionner, hydrogène vert. Et donc la simple pollution, ben, finalement, c'est du rejet d'oxygène, puisque l'oxygène, on le laisse captif, et un rejet d'eau, tout simplement. Voilà le processus. Je vous propose. Alors, je vous l'ai expliqué, nous on est positionné à travers le groupe EDF pour son parc et son mix électrique qui est décarboné. Donc assez facilement, finalement, c'est une intégration. On a la matière première qui est utilisée donc, pour la production d'hydrogène. Ça semblait tout naturel de créer une filiale spécialisée donc, dans la production, commercialisation d'hydrogène vert, donc, qui est aujourd'hui Ainamix que je représente parmi vous. Et donc, je vous l'ai expliqué, on travaille sur deux grands marchés que sont l'industrie, la mobilité. Et donc, la mobilité, c'est effectivement plusieurs types de mobilité. C'est les trains. On est bien placé pour en parler puisque la région Bourgogne est une des régions qui va faire l'acquisition de TER fonctionnant à l'hydrogène. Des bus, puisque aujourd'hui c'est une réalité. À Auxerre, les bus roulent à l'hydrogène. Mais c'est aussi le fluvial, comme on parlait tout à l'heure, et puis ce sont les camions, bien entendu, et les chariots de manutention, et voire même des véhicules, puisque Toyota développe un véhicule qui s'appelle le Toyota Mirai, mais enfin, il n'y a pas que cette voiture, puisqu'il y a d'autres fabricants aussi de voitures, mais c'est bien quand même la mobilité lourde à laquelle on s'adresse essentiellement aujourd'hui. Voilà, alors ça c'est tout à fait intéressant, puisque là, on est vraiment dans l'intercomparaison des deux modèles industriels de production d'hydrogène. Il y a le modèle du bas, qui est le modèle qui émet du carbone, contre lequel, finalement, nous, on apporte une solution beaucoup plus respectueuse. Ce modèle de production d'hydrogène, aujourd'hui, il est constitué à la fois d'usines de vaporeformage, de gaz, qui sont essentiellement basées dans quelques endroits de la production chimique en France, vous allez avoir dans le canal du Rhône notamment, et après il est distribué, en plus par des camions qui aujourd'hui roulent au gasoil, partout en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydrogène utilisé aujourd'hui dans l'industrie, c'est un hydrogène qui, pour 1 kg d'hydrogène produit, émet 10 kg de CO2. Vous voyez, par intercomparaison avec le modèle donc, que nous présentons nous, par électrolyse de l'eau, qui ne produit pratiquement pas de carbone. Voilà. Parce qu'après, on peut aller on peut aller loin dans l'analyse, mais voilà, on compare deux modèles qui sont, on va dire, d'un rapport de 10 de production. Et puis après, voilà, on arrive donc sur un cas très concret, qui est la station d'Auxerre. Donc vous avez là une représentation très fidèle, une représentation 3D, qui vous montre finalement le fonctionnement d'une station. Alors avec en gris, finalement, la livraison du poste source d'électricité. Ensuite, deux caissons de traitement à la fois de l'électricité et de l'eau, puisqu'on est obligé après de traiter le courant pour le remettre dans une forme de tension, plus l'eau, puisqu'on est obligé de la distiller, enfin de la rendre neutre. Et la combinaison donc, dans ces deux caissons de l'eau et de l'élec alimente l'électrolyseur. L'électrolyseur qui, pour la station d'Auxerre, est une station McPhy. Enfin, c'est un électrolyseur, un stack McPhy. McPhy dans lequel EDF a pris une participation. Donc, le leader français de la fabrication d'électrolyse, tout simplement, qui est pas loin, puisqu'il va s'implanter aussi à Belfort. Et vous avez les refroidisseurs, puisqu'il y a un phénomène chimique, donc il faut refroidir finalement le stack. Le premier ballon qui est nommé Ainamix, ballon de stockage, et ensuite la compression
juste au-dessus, c'est le dernier caisson, qui permet de compresser donc, et de monter la pression de l'hydrogène pour la monter à 350 bars, hein, puisque l'hydrogène a besoin d'être très compressé pour être utilisé, pour alimenter les bus de la ville. Voilà. Donc cette station, elle est mise en service depuis octobre, donc c'est plus un projet, hein, c'est quelque chose de réel, j'insiste là-dessus. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez vous approvisionner en hydrogène vert à Auxerre, que vous soyez industriel, tant pour des usages d'industrie ou pour des usages de mobilité, hein, pour approvisionner vos camions, vos chariots. La capacité aujourd'hui de cette station telle qu'elle est, c'est 400 kg au jour, donc on est capable de produire 400 kg pour différents usages. Pour produire ces 400 kg, c'est 1 MW de puissance électrique livré actuellement sur le poste. L'électrolyseur, donc McPhy, je vous en ai parlé. Aujourd'hui, il y a 5 bus qui roulent, 4 sont en devenir et on envisage donc une deuxième phase d'extension de la puissance de cette station pour la monter à 3 MW, ce qui nous permettra d'approvisionner les 3 TER de la région. Voilà. Merci Philippe. On applaudit Philippe pour ses précisions. On s'émoule, hein. Là, ça sent le syndrome des feux de l'amour. Là, il est 14h45. D'autres projets comme ça, bien sûr, sont prévus. Oui. Alors, d'autres, oui, c'est mon job, mais en tous les cas sur la région, je vais parler pour ce que je connais. Oui, déjà Belfort, puisque nous avons été retenus pour construire la station de Belfort. Et donc, nous serons présents finalement déjà sur un corridor un peu horizontal, hein, Belfort-Auxerre, et puis d'autres projets qui sont tout à fait en investigation, en étude, en conception. Et puis, on répond à quelque chose qui finalement jalonne finalement toute cette activité, qui sont les étapes de dépôt d'appel à projet de l'ADEME, puisque tous ces projets sont très subventionnés. Hein. C'est le gouvernement qui veut créer cette filière d'hydrogène vert. Hein. Ça a été rappelé par le président à l'occasion de France 2030, hein, qui a mis le paquet pour vraiment créer cette filière. Ça crée des emplois et donc il y a vraiment une volonté d'aller doper cette filière. Et donc notre job est aussi guidé par ces étapes de dépôt de dossiers auprès de l'ADEME pour obtenir finalement des subventions permettant aussi d'emporter les projets. Voilà, et une opportunité pour EDF finalement de diversifier ses activités. Complètement, et complètement continuer son engagement dans la décarbonation, hein, puisque je vous le disais, hein, matière première électrique décarbonée, hydrogène vert, voilà, c'est tout naturel. C'est tout naturel. Merci Philippe, on l'applaudit encore une fois, merci à lui. Je vais reprendre le petit micro. Merci beaucoup. Deuxième projet intéressant sur Lyon, donc c'est avec un H, Iconet avec un H, ça se passe à Saint-Flour, c'est Clément Ackermann de Storengy que l'on applaudit, qui nous rejoint. Et là, il est question de méthanisation, de méthanation et d'électrolyse. Vous allez nous expliquer un peu tout ça, Clément. Oui. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Clément Ackermann, je suis business developer, arrivé récemment chez Storengy. Et peut-être pour ceux qui me connaissent, d'avant, je travaillais un petit peu à l'ADEME pendant 5 ans. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de vous parler de Storengy. Et puis après, j'ai parlé du projet Iconet en lien avec d'autres projets, effectivement, aussi qu'on a pu développer. Donc Storengy aujourd'hui, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le stockage de gaz naturel en cavité saline. Donc on exploite aujourd'hui une vingtaine de cavités salines en Europe et dont 14 en France, pour un volume stocké global de 12 milliards de mètres cubes stockés, ce qui est quand même assez important. Et grâce à ces stockages, on a 70 ans d'expérience dans la gestion et dans la construction de ces stockages. Et aujourd'hui, en fait, cette expérience nous a permis d'acquérir des compétences sur la gestion des gaz, sur la gestion de gros projets industriels, sur les aspects réglementaires. Et ces compétences, aujourd'hui, on les met au service du développement de nouvelles offres en lien avec la transition écologique et environnementale, puisque aujourd'hui, notre cœur de métier est basé sur du gaz naturel. Mais à terme, effectivement, ce gaz étant d'origine fossile, on est obligé de réorienter notre cœur d'activité vers d'autres activités plus respectueuses de l'environnement et du changement climatique. Et donc, pour ce faire, on a développé plusieurs activités, dont l'activité de Power to Gas, avec des projets comme Iconet et Méticentre. Mais on propose aussi également auprès des collectivités et des territoires des projets d'hydrogène, notamment à destination de la mobilité, comme par exemple le projet DMSE qui a été évoqué avant, qui est un projet d'installation d'électrolyseurs à Dijon.
Donc le projet Iconet, slide suivant, s'il vous plaît. C'est un projet de Power to Gas. Donc le Power to Gas, c'est quoi exactement? C'est une installation qui permet de capter en fait les excédents d'énergie qu'il y a sur le réseau électrique et de les convertir en un autre vecteur, un vecteur gaz, qui va être ou l'hydrogène, donc ça c'est un électrolyse classique, ou du méthane. Ça c'est vraiment la particularité de ces deux projets, Métis-Centre et Iconet, où en gros, à partir on va dire d'un carbone qui est capté par la biomasse, qui va être du coup transformé donc en CO2 et en CH4, méthane, par un méthaniseur ou par une installation d'enfouissement des déchets. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le CO2 qui est issu du gaz du méthaniseur, le CH4 étant réinjecté, et ce CO2-là, on va le mettre dans un réservoir, on va y rajouter l'hydrogène fourni à partir d'un électrolyseur qui est alimenté avec des ENR, ici dans le cas d'Iconet, c'est de l'éolien, et avec un catalyseur qui est dans ce cas-là en fait des bactéries, une variété spéciale de bactéries. On va transformer ce CO2 et cet hydrogène en méthane de synthèse, en e-méthane, ce qu'on appelle. Donc, alors, ce projet, c'est un projet qui fait une dizaine de millions d'euros, qui a bénéficié d'une subvention de la part de l'ADEME et d'un fort soutien de la part de la région et également du FEDER. On est vraiment sur un projet de démonstrateur pilote, hein, donc on est sur une technologie qui aujourd'hui n'est pas encore mature, mais on est sur un projet qui a vraiment pour but de dérisquer les aspects technologiques et les modèles économiques en fait, de ce genre de technologie. Par exemple, pour vous donner quelques exemples vraiment très concrets, aujourd'hui on travaille sur un électrolyseur qui va pouvoir faire, on va dire, absorber différents appels de puissance. L'électrolyseur fait à peu près 1 méga, mais en fonction justement des variations d'électricité qu'on peut avoir, vraiment de puissance qu'on peut avoir sur les éoliennes, cet électrolyseur va pouvoir fonctionner également à 2 mégas sur des courtes périodes de pointe. Et ça, effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas des choses qui existent, puisqu'on a plutôt des électrolyseurs qui fonctionnent en base. Un autre point très important, c'est la méthanation biologique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de catalyseurs qui existent sur de la méthanation catalytique, donc avec des métaux. Là, on est quand même sur une première en France, avec un projet qui fonctionne avec une méthanation biologique. Donc c'est vraiment ces bactéries-là qui vont transformer le CO2 et l'hydrogène en méthane. Et pour ça, on a fait appel à une société, une petite PME, qui était initialement danoise et qui a décidé d'ouvrir une filiale en France pour justement développer ce genre de projet et participer justement au développement du territoire sur ces technologies. Et justement, Clément, pourquoi Saint-Florentin? C'est parce que cette entreprise était basée là-bas? L'entreprise... Celle que vous avez... non, pourquoi Saint-Florentin? Parce qu'en fait, effectivement, il y avait donc l'usine d'enfouissement des déchets, qui était déjà une usine qui produisait du CO2 à base de biomasse, qui était présente, et la région est venue nous voir pour développer ce genre de technologie. Donc c'est vraiment cocorico, hein. On a la première station de stockage hydrogène à Auxerre, on a un projet unique en France que vous venez de présenter à Saint-Florentin. Mesdames, Messieurs, quand on dit qu'il ne se passe rien dans l'Yonne et que ça ronfle paisiblement, c'est faux en matière d'hydrogène. En matière d'hydrogène, c'est complètement faux. et d'ailleurs, du coup, je remercie à nouveau la région et notamment l'ADEME pour nous avoir accompagnés en fait, dans ce projet-là qui était... un projet qui est quand même assez risqué. On n'est vraiment pas du tout sur de la technologie mature. Peut-être slide suivante. Donc, alors, ce genre de projet, ça nous permet donc de rendre... ça permet d'avoir plusieurs atouts. Donc, d'une part, ça permet de soutenir, de venir en soutien sous forme de service réseau au réseau électrique. C'est-à-dire quand on a des appels... des productions d'ENR en quantité importante sur le réseau et que par exemple on a des prix de l'électricité qui chutent, là l'électrolyseur peut se mettre en marche, capter ces excédents, les convertir en gaz et ces services-là sont rémunérés. Ça permet justement de délester le réseau électrique et de ne pas faire du renforcement de capacité de façon trop importante. Un autre point très important, c'est que le carbone qui aujourd'hui devrait être émis, relargué par la station d'enfouissement est réutilisé et séquestré justement dans les tuyaux de méthane du réseau gaz classique. Ça permet d'éviter de le libérer. Et donc du coup, en plus, on a un carbone vert qui vient en substitution du carbone fossile que vous utilisez classiquement dans le gaz nat que vous brûlez chez vous ou même dans des industries. Donc on décarbone, on va dire, le gaz qui est dans les services, dans les réseaux gaziers aujourd'hui. Et donc un autre point très important, c'est qu'aujourd'hui
Donc, sur le réseau électrique, il y a plusieurs systèmes pour stocker les excédents d'énergie. Et Low Power to Gas est vraiment la solution qui permet de stocker ces excédents le plus longtemps, puisque le méthane est stable pendant indéfiniment, et avec des capacités extrêmement importantes. Disons que l'équivalent pour faire la même chose avec des batteries, il faudrait vraiment installer des batteries qui sont très importantes pour assurer le même service. Donc on a vraiment ces trois qualités du Power to Gas qui font que c'est une technologie extrêmement importante à notre sens, pour l'avenir. Peut-être soit la slide suivante. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, je vous ai présenté les deux projets Iconet et Métissant sur cette slide. Aujourd'hui, en termes d'avancement, on est vraiment donc au début du projet. Donc le projet va durer 6 ans, avec les 2 premières années, on va dire, les 2-3 premières années de montage d'installation du projet. Donc on avance, on a des copiles réguliers, des comités techniques réguliers pour avancer sur le projet. Le choix des sites a eu lieu. On est en interaction régulièrement avec les différents partenaires qui sont le syndicat, Elogen, d'autres entités d'Engie, l'université de Bourgogne-Franche-Comté et Electrokea, qui est l'entreprise qui nous fournit la bactérie pour la méthanation. Et qu'est-ce que j'ai encore? Ouais. Et donc du coup aujourd'hui le choix des sites, le projet avance et on est au point de la première étape clé va se tenir à l'ADEME là d'ici les prochains mois normalement. D'autres projets derrière, bien évidemment. Alors sur le Power to Gas spécifiquement, on a déjà investi dans deux projets qui sont assez conséquents. A priori, je pense qu'on va d'abord les laisser consolider cela, les laisser se terminer, et puis peut-être dans une deuxième phase, 2025-2030, on ira vers des projets de déploiement, sachant que ça reste des projets assez compliqués et qui nécessitent un soutien financier, on va dire, à l'investissement, mais comme à l'exploitation. On est précurseur en Europe ? Oui, complètement, puisque on est même plus en avance que certains pays comme l'Allemagne ou le Danemark, qui sont aussi sur ce genre de projet fortement impliqués. Très bien. Merci Clément de cette brillante démonstration. Clément Ackermann, que l'on applaudit et qui nous a éclairé sur un projet technologique extrêmement intéressant. Voilà, ça ne devrait pas tomber normalement, tout va bien. Merci Clément. Donc là, on a vu donc les déclinaisons effectivement de l'hydrogène par rapport à des projets de territoire, Auxerre, Saint-Florentin. On va s'intéresser maintenant à la déclinaison de ces mêmes projets dans un cadre 1 industriel, 2 automobile. Donc, je ne sais pas si le représentant de la structure Bulan est dans la salle, Florian Socard, voilà, que l'on applaudit. Bonjour Florian, vous avez un micro. Et oui, vous avez l'embarras du choix, là, Florian. Et donc, Bulan, alors c'est pareil, vous allez nous expliquer un peu ce concept qui va permettre d'employer l'hydrogène à des fins plus industrielles et à des fins de bâtiments. Je vous laisse le temps de parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, je représente l'entreprise Bulan. Bulan est une entreprise montpelliéraine, donc en Occitanie, qui a le plaisir d'être ici invitée par la Chambre des commerces et de l'industrie, sous la recommandation de la communauté d'agglomération et de notre partenaire EDF. Merci à eux. Et on est ici pour parler des autres usages de l'hydrogène, notamment des usages stationnaires et particulièrement de la combustion. Donc Bulan est spécialiste en électrolyse et en combustion. Donc en gros, on fabrique des électrolyseurs, mais dédiés à ces applications de combustion. Voilà. On a un marché de référence historique, qui sont justement les applications d'oxycombustion. Pourquoi on a commencé par ce marché-là? C'est parce que c'est sur ce marché qu'on est le plus compétitif. On va remplacer en fait des gaz, des carburants qui sont autres que le gaz naturel, qui coûtent cher, comme l'acétylène, et qui sont également difficiles à stocker et à transporter en termes de logistique. Donc quand vous remplacez ces gaz-là, vous allez avoir un gain économique qui est très important. C'était beaucoup plus facile pour nous de se développer sur des marchés où justement on avait une rentabilité pour les usages de nos clients. Donc aujourd'hui, sur ce marché-là, nous aujourd'hui on a développé 2 gammes d'électrolyseurs pour
toutes les applications d'oxycombustion qu'on peut retrouver. Alors ça va du chalumeau, du plombier sur chantier, jusqu'au brûleur dans l'industrie du verre, en passant par des lignes de production où vous avez des dizaines d'opérateurs ou des lignes automatisées pour produire des pompes à chaleur, des chaudières, des meubles frigorifiques que vous retrouvez un petit peu partout chez vous ou en supermarché. Donc, sur ce marché-là, on a des clients références qui sont équipés aujourd'hui depuis plus de 8 ans pour les plus anciens. On a produit et donc vendu plus de 1400 électrolyseurs, donc des électrolyseurs qui sont produits en France, technologie française, développée à Montpellier en partenariat avec l'ICGM, qui est un laboratoire du CNRS. Et suite à ce succès-là, finalement, on est apparu au marché comme un pionnier et un leader de la combustion décarbonée et des technologies d'électrolyse pour ces marchés-là. Et donc, des industriels sont venus nous voir pour développer nos offres sur les autres combustions. Des combustions où là, on va s'adresser à du gaz naturel ou du propane pour des applications hybrides, et où également, il y a un enjeu de décarbonation. Là, on n'a plus un enjeu de mobilité, parce que si vous venez me voir sur mon stand, je vous montrerai le plus petit électrolyseur du marché qui se trouve en distribution aujourd'hui, qui est l'électrolyseur pour les plombiers. On a là, pour ces applications-là, des électrolyseurs de plus grosse puissance, où on ne cherche pas la mobilité, mais on va chercher une spécificité pour les usages de combustion. Et chaque industriel peut avoir des usages de combustion différents, et il a besoin du coup qu'on rentre dans son process, qu'on l'audite, et qu'on lui dise si on peut injecter l'hydrogène dans son process. Pour ces marchés-là, donc, ce sont les industriels qui sont venus nous voir en nous demandant de développer nos solutions, et avec une approche pragmatique en disant il y a des équipements existants. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Europe, il y a à peu près 100 millions de brûleurs dans l'industrie. Il y en a autant dans les applications de chauffage des bâtiments, et on développe, j'en parlerai moins aujourd'hui, mais on développe également des solutions là-dessus. Donc ces 100 millions de brûleurs existants, on ne va pas les remplacer du jour au lendemain. Donc il y a la nécessité de faire une transition de brûleurs 100% fossiles vers des brûleurs 100% hydrogène, qui sont en développement, mais pas disponibles aujourd'hui sur les marchés où les process ne sont pas adaptés. Et donc nous, on veut connecter un électrolyseur derrière chaque brûleur fossile et lui injecter autant d'hydrogène qu'on en peut. C'est-à-dire on peut injecter 20, 30, 50%, voire plus en volume, déjà sans rien changer à l'existant, quasiment. Et donc ça, c'est une approche qui nous permet dès demain, et on commence nous dès début décembre avec un partenaire qui est le groupe ENSI, donc qui produit du cognac dans la région de Cognac. On va aller installer un électrolyseur sur un brûleur d'alambic, et si ça fonctionne bien, et techniquement on n'a aucun doute, il y a des centaines et des milliers de brûleurs sur tous les alambics dans la filière du cognac, qu'on va pouvoir venir décarboner. Et ça, c'est la première approche. La deuxième approche, en partenariat avec les fabricants de brûleurs industriels, donc les leaders du marché, on va développer des solutions compatibles 100% hydrogène pour aller vers 100% de décarbonation. Voilà. Et donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que pour les usages de l'hydrogène, il y a des marchés qui sont aujourd'hui massifs. Je parle de centaines de millions d'unités sur les marchés, que ce soit du résidentiel, du domestique, de l'industriel pour le chauffage du bâtiment, ou tout type de procédé de combustion dans l'industrie, où ce sont des potentiels consommateurs d'hydrogène pour développer les usages justement stationnaires. Voilà. Soit avec des gros électrolyseurs, comme les électrolyseurs qu'on met sur des stations hydrogène pour après venir alimenter l'industriel, ou soit en produisant localement avec un électrolyseur plus petit, plus adapté à l'usage, l'hydrogène qui va être directement consommé dans une combustion. Donc, si vous voulez voir une flamme hydrogène, si vous voulez voir un électrolyseur et une flamme hydrogène, venez me voir sur mon stand, je vous ferai une démonstration. Bon, quel numéro le stand, Florian? C'est une bonne question, je suis en face d'EDF, Bon, à côté de la CCI. On devrait vous trouver facilement. Oui. Merci à vous, Florian. De rien. Merci à vous de votre présentation. Autre usage industriel, et on ne présente plus le groupe Atlas Copco, qui est un des leaders mondiaux au niveau de la fabrication de compresseurs et de containers à hydrogène. C'est monsieur Lionel Guérini, que l'on applaudit également. Lionel, je vous laisse le choix du micro pour nous expliquer également, Lionel, un petit peu les usages que vous allez faire avec votre société, enfin que vous faites déjà pour le monde industriel. Bonjour à tous, mon nom est Lionel Guérini, je représente donc Atlas Copco. On est fabricant de compresseurs. On a parlé de mobilité un petit peu avec les bus à hydrogène. Il faut savoir que pour les différents usages, il y a besoin de recomprimer l'hydrogène, ce qui est le cas aussi pour les stations de remplissage. On a développé un certain nombre de produits que je vais vous brièvement présenter aujourd'hui. Je vais commencer par Atlas Copco. Nous sommes un groupe suédois
40 000 employés à travers le monde et un chiffre d'affaires de 10 milliards. On est spécialisé dans la compression de l'air comprimé et des gaz, tout type de gaz, jusqu'à 1000 bars en fonction des gaz, et jusqu'à 20 mégawatts en termes de puissance. Les compresseurs haute pression sont fabriqués en France, à Lille, dans notre usine d'Atlas Copco Crépel. Et l'hydrogène et Atlas Copco, c'est une grande histoire en fait. Nous avons commencé avec nos premiers compresseurs en 1965. Et ensuite, en 1996, on a développé une gamme de compresseurs hydrauliques qui est, elle, dédiée en fait à la mobilité. Dans nos gammes de machines, on a une gamme de compresseurs lubrifiés. Donc à chaque fois que l'hydrogène va être utilisé pour de la combustion, par exemple, où il n'y a pas de problème de pureté d'hydrogène, on va pouvoir utiliser ce genre de compresseur, on va pouvoir monter jusqu'à 350 bars. Toutes les applications ne supportent pas la présence de polluants d'huile dans l'hydrogène. Et c'est le cas de la mobilité, en particulier avec les piles à combustible qui vont permettre de transformer en fait l'hydrogène en électricité et d'alimenter les moteurs électriques des voitures. Et là, nous avons développé en fait des gammes dédiées qui sont absolument exemptes d'huile. Donc l'hydrogène est absolument pas pollué par la compression. Donc on va pouvoir monter jusqu'à 100 bars sur la précédente gamme qu'on a vue. Et au-delà de cette valeur, on va être confronté à un problème, c'est que l'hydrogène est très léger. Et au niveau des segmentations, l'étanchéité va être très dure à réaliser. Donc les compresseurs pistons classiques ne vont plus convenir et on va être obligé de passer sur une nouvelle gamme qui sont des compresseurs en fait hydrauliques et qui eux vont nous permettre de monter jusqu'à 1000 bars, qui est à peu près la pression requise pour remplir les réservoirs des véhicules particuliers. Comment ça fonctionne? On a un circuit hydraulique avec un moteur électrique, un réservoir hydraulique, et on a 2 étages de compression. Donc dans le circuit hydraulique, on va injecter de l'huile sous pression qui va permettre de déplacer un piston. On va sortir du premier étage, on va alimenter le deuxième étage. Voilà, le principe est vraiment tout simple. Pour la mobilité, on a pris le cas d'une station de remplissage. Donc en général, l'alimentation se fait souvent par camion. L'alimentation se fait à une pression de 350 bars. Et la problématique va être en fait de remplir le réservoir des voitures ou des camions. Alors les camions en général, leurs réservoirs sont à 350 bars. Et sur les voitures, en général, nous avons 700 bars. Vous pouvez revenir avant. La problématique, c'est qu'au fur et à mesure que l'on va en fait vider le camion qui sert à l'approvisionnement en hydrogène de la station de remplissage, la pression va baisser. Donc on va en fait fonctionner sur un premier compresseur, celui qui est identifié MDH. Donc on va baisser progressivement, on va vider progressivement les cuves du camion jusqu'à 230 bars. Et dès que la pression aura chuté à 230 bars, on va ensuite passer sur le compresseur du dessous, le DDE, qui va faire le premier niveau de compression. Et ensuite, on va passer dans le MDH, qui va assurer le complément de compression. Tout ça va permettre d'alimenter en fait le réseau, le stockage en 450 bars que vous voyez en fait au milieu. Et à partir de ce stockage de 450 bars, on va pouvoir remplir le réservoir des camions ou bien le recomprimer à 700 bars pour remplir le réservoir des véhicules. Donc voilà un petit peu le principe. En général, ça fonctionne souvent par solution complète, par solution modulaire. Donc ces compresseurs, on va les intégrer dans des conteneurs, on va inclure le système de refroidissement à l'intérieur, et ça va constituer des ensembles complets et autonomes
pour pouvoir remplir le réservoir des véhicules. Tout est dit, Lionel. Bravo. Merci à vous. On vous applaudit pour cette brillante présentation. Merci à vous. Deuxième volet qui concerne les usages de l'hydrogène, c'est donc le côté automobile. Alors, on devait avoir Emeline converser avec nous, qui est chargée de mission hydrogène Bourgogne-Franche-Comté, mais je crois qu'il y a une vidéo. Bonjour à tous. Le pôle véhicule du futur est un pôle de compétitivité qui œuvre sur les deux grandes régions que sont Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Ce sont environ 20 salariés qui travaillent sur 5 sites distincts au service des 500 membres qui le composent. Le pôle véhicule du futur travaille sur différentes thématiques, la performance industrielle des entreprises de la filière automobile et la montée en compétences des salariés, mais également des thématiques innovation sur différents domaines. Le sujet hydrogène, dans le domaine d'activité stratégique énergie et propulsion, ne se concentre pas que sur la mobilité. En effet, nous accompagnons les projets d'innovation sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Pour mieux accompagner nos adhérents, nous avons décidé de monter le Club Hydrogène Entreprise Bourgogne-Franche-Comté en mars 2020. Il compte aujourd'hui 57 adhérents. La Bourgogne-Franche-Comté est un territoire fertile pour les projets d'innovation et ces projets côtoient les projets de production et distribution d'hydrogène. Nous avons des exemples tels que Auxerre, Dijon, Belfort et d'autres collectivités sont encore en réflexion pour amorcer ces projets. Lorsqu'on parle de projets de production et distribution d'hydrogène, on en vient à parler des usages. Plusieurs types d'usages sont possibles, l'industrie d'une part et la mobilité. Concernant l'industrie, pour plusieurs raisons, les industriels peuvent décider de changer leur méthode d'approvisionnement pour verdir leur image, pour, par conscience écologique, avoir un hydrogène produit de manière plus propre que celui qui est livré actuellement. Les industries peuvent ainsi se rapprocher des sites de production-distribution pour être alimentées. Concernant la mobilité, en France, plusieurs catégories de véhicules s'offrent aux entreprises. La mobilité ultra-légère pour les vélos, la mobilité automobile légère, bien que l'offre en France est assez peu déployée, nous avons la Toyota Mirai dans sa deuxième version actuellement et la Hyundai Nexo. À Paris, l'écosystème de mobilité Hype, la flotte de taxis Hype qui est constituée de Toyota Mirai est un exemple très intéressant mais toutefois difficilement réplicable en région. C'est pourquoi on parle plutôt de mobilité lourde. Les bus, les bennes ordures ménagères notamment, mais également tout ce qui va être poids lourds, véhicules utilitaires légers. Concernant les poids lourds, depuis 2 ans, on a regardé la Suisse avec la commande de supermarchés auprès de Hyundai de plus de 1600 porteurs à hydrogène sur 5 ans. Ce déploiement a permis d'accélérer la filière sur la partie mobilité lourde. En effet, jusque-là, on entendait un déploiement plutôt sur 2025-2026 pour la partie porteur à hydrogène. Actuellement, on sait que d'ici 2023-2024, plusieurs constructeurs auront des offres disponibles. Mercedes, notamment, est en train de faire un test sur route ouverte avec son porteur. Du côté des véhicules utilitaires légers, Renault et Stellantis en France prennent position dès cette fin d'année 2021. Renault avec un range extender, c'est-à-dire qu'ils ont gardé leur véhicule batterie et additionné une petite pile à combustible de 5 kW, tandis que Stellantis a fait un choix d'avoir une pile à combustible de puissance plus importante avec une batterie de taille moindre. Les 2 offres seront disponibles d'ici la fin de l'année. Du coup, lorsqu'on souhaite convertir sa flotte à l'électrique, plusieurs questions se posent. Est-ce qu'on souhaite d'une part faire du rétrofit ou plutôt acquérir un véhicule neuf ? Dans le cadre de l'achat d'un véhicule neuf, il y a des aides d'État qui sont disponibles depuis plusieurs années et qui devraient continuer dans le temps. Du côté du rétrofit autorisé depuis avril 2020, le choix de technologie peut être intéressant et important en fonction de l'activité de l'entreprise. Pour du flux de marchandises, du flux logistique, au-delà de l'autonomie du véhicule, on va regarder la capacité de chargement. Et sur des autonomies où le 100% batterie pourrait suffire, la quantité de batterie à intégrer dans le véhicule pour le rendre tout électrique pourrait venir gréver cette capacité de chargement. C'est pourquoi il est intéressant de regarder aussi bien le profil de roulage de véhicule que l'utilité qui va en être faite. Concernant les véhicules neufs, comme je disais, l'offre va s'étendre
tant sur le tracteur poids lourd que sur d'autres solutions. On a eu en 2019 le projet d'innovation Road porté par Chéreau en France, premier semi-remorque frigorifique à hydrogène où l'hydrogène permettait l'alimentation de la partie froid. C'est un projet qui a été co-labellisé par le pôle véhicule du futur, puisque dans les partenaires du projet, il y avait l'EFC Lab avec l'intégration d'une pile à combustible H26. Voilà des exemples de solutions de nouvelles mobilités qui demain peuvent permettre à votre entreprise d'acquérir un véhicule à énergie propre. Je vous souhaite une excellente continuation. À bientôt. Voilà, merci à Emeline Conversion. On peut l'applaudir quand même à distance, par l'image, ça peut se transmettre. Voilà, donc ainsi s'achève notre plateau conférence concernant l'hydrogène. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur l'Eridis. Ce fut un plaisir de vous avoir accompagné. Et n'hésitez pas à aller sur les stands, puisque pour avoir plus de renseignements, vous avez possibilité de contact direct avec tous nos partenaires. Bonne fin de journée à tous. Merci.